L'unité militaire spéciale iranienne vient de diffuser les images filmées par un drone. Nous traversons un moment absolument délicat, les amis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on n'en parle pas, mais ça, c'est aujourd'hui. Ils viennent de diffuser des images filmées par un drone, montrant quoi? Montrant une surveillance rapprochée des navires de guerre américains. Ça, c'est récent. Je sais, il y a eu des images publiées dans le passé. Ça, d'après eux, c'est récent. Okay? Qu'est-ce qui se passe? On a publié l'image de l'US Navy, dont Abraham Lincoln. Ça, c'est l'un des navires les plus impressionnants de l'armée américaine dans le Golfe Persique. Évidemment, la vidéo a été présentée comme un avertissement aux États-Unis. Un avertissement mettant en avant la revendication iranienne selon laquelle ces drones pourraient frapper des porte-avions américains avant même le décollage des avions. Regardez ça, regardez ces images. Ça, c'est un porte-avions américain de grande puissance, nucléaire, double moteur, incroyable, avec des systèmes de surveillance très avancés. Mais on n'a pas pu repérer le drone iranien. Donc le message est simple, même si vous pouvez nous détruire, nous aussi on fera des dommages dont aucun président aura facilité à réparer. Le drone, évidemment, capturait des détails par-dessus et de côté du navire et de la navigation. Ça partait très doucement là, pendant que la formation américaine avançait. Le drone iranien était là en train de tirer les informations nécessaires. Alors, USS Abraham Lincoln, pour ceux qui ne connaissent pas, a des capacités très avancées. Parmi ces capacités, ça agit comme une base aérienne mobile. Donc, ça peut être placé n'importe où dans le monde pour aller effectuer des bombardements très rapidement. Deuxièmement, ça peut porter jusqu'à 90 aéronefs. Donc, 90 avions peuvent se poser sur cette histoire pour aller bombarder. Incroyable. Troisièmement, USS Lincoln a une propulsion des 2 réacteurs nucléaires. Numéro 4, des radars de veille aérienne pour la surveillance court et longue portée. Maintenant, on se pose la question avec ces radars aériens. Ils étaient incapables de détecter le drone. Les radars qu'ils ont là n'ont pas pu repérer qu'il y avait un drone en train de regarder ce qui se passait. Et numéro 5, ils ont un système de brouillage électronique, évidemment, pour perturber ou rompre le guidage des missiles. Donc, si vous tirez votre missile, le système électronique va brouiller l'arrivée du missile. Mais ils n'ont pas été en capacité de repérer le drone iranien. Très intéressant. Je pense qu'il faut voir l'ampleur de cette histoire. Bon, la formation américaine venait d'où? La formation venait de l'Asie du Sud. On parle ici de la mer de Chine méridionale. South China Sea en anglais. Mer de Chine méridionale. Regardez cette mer. Pourquoi cette formation passe beaucoup de temps là? Je pense que c'est important de savoir. C'est un contexte très intéressant pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi c'est important. Alors, cette formation militaire américaine passe beaucoup son temps dans cette mer de Chine méridionale. Alors, qu'est-ce qui se passe en mer de Chine méridionale d'intéressant? Il y a des accords entre plusieurs pays sur qui est le propriétaire de cette mer. Vous voyez cette grande mer ici? La Chine réclame et dit que ça appartient à la Chine. Vous voyez ça? Mais il y a des pays, il n'y a pas que la Chine qui existe là. La Chine est au nord d'ailleurs. Regardez, autour, il y a les Philippines, il y a le Vietnam, il y a la Malaisie, il y a Brunei, il y a Taïwan qui sont là. Donc, ils ont tous quelque part une tête à côté de la mer. Mais la Chine dit tout ce que vous avez ne nous appartient pas. Cette mer appartient à la Chine. Alors, comme cette mer appartient à la Chine, vous n'avez pas le droit d'y être ou de faire quoi que ce soit. Et je sais qu'on se pose la question de savoir pourquoi se battent-ils, pourquoi se prennent-ils la tête par rapport à la mer. Ils se battent évidemment numéro 1 parce qu'environ un tiers du transport maritime mondial passe par cette zone. Ceci peut influencer le commerce global. On parle ici de 3300 milliards de dollars par an qui passent à travers ça. Donc celui qui contrôle cette partie est le boss du monde. Secondo, les ressources, l'énergie. Le fond marin contiendrait apparemment d'énormes réserves pétrolières et de gaz naturel. C'est riche. Okay? Donc les gens n'y vont pas pour rien, c'est riche. Numéro 3, c'est l'alimentation. La zone possède des centaines de zones de pêche, les plus riches du monde, nourrissant des millions de personnes. D'ailleurs, on parle de la moitié des navires de pêche mondiaux se trouvent là. Donc numéro 1, nous avons le transport maritime. Un tiers du transport maritime passe par là. Numéro 2, les ressources énergétiques, le pétrole et le gaz. Numéro 3, les poissons. Donc la Chine veut contrôler totalement. Qu'est-ce que la Chine a fait jusque-là? La Chine a jusque-là construit des vastes îles artificielles. Regardez ça. Ça, c'est construit par la Chine dans la mer. Ils ont dit que la mer leur appartenait. Ils ont commencé à construire des îles artificielles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui disent la Chine, il faut aimer la Chine. On voyait les Américains, les autres balader et tout ça. Il faut faire très attention, hein, ok? Si vous voulez savoir comment quelqu'un est, même s'il est très gentil avec vous, regardez comment il traite les gens qui ne peuvent absolument rien pour lui. La Chine est très gentille à l'égard des Africains parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner en Afrique. Il faut se le dire. Il y a beaucoup d'intérêts et d'avantages à gagner en Afrique. Mais puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à en retirer de l'Asie, regardez comment ils traitent des Asiens. Qu'est-ce que la Chine a fait actuellement? Ils construisent des vastes îles artificielles à partir de terres emballées.
ok, et les a transformés à des avant-postes militaires pleinement opérationnels en mer. Donc, toutes ces terres qu'ils ont réclamées sont devenues de postes militaires. On y a créé quoi? Des pistes d'atterrissage, des systèmes de missiles, des installations radars de communication, de postes en eau profonde. Généralement, quand il y a un bateau venant des Philippines, de la Malaisie ou autre chose dans ces mers, qu'est-ce qui se passe? Les gardes de côte chinois utilisent leurs grands navires pour intimider les embarcations plus petites des pays comme la Philippine et autres. Regardez ça par exemple. Ça, c'est un bateau chinois en train de pousser un bateau malaisien parce que d'après eux, cette mer leur appartient. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Des fois, ils utilisent des canons à eau, de projection d'eau à haute pression pour endommager les équipements ou blesser les marins. Ils le font régulièrement. Des fois, ils font des collisions volontaires avec la coque renforcée. Leur coque renforcée en acier va cogner un autre bateau et quelquefois, c'est pour neutraliser ou carrément couler le bateau. Et c'est ça. Bon, juridiquement parlant, en 2016, la Cour internationale a jugé que la vaste revendication chinoise sur ces territoires était absolument illégale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Chine a ignoré ces décisions et continue à construire. Où est-ce que ça veut dire? La Chine a ignoré, continue à posséder. La Russie est en Ukraine, en train de retirer les terres. Donald Trump veut une partie de Groenland. Et puis vous parlez de loi internationale. Ça n'existe pas. Ce sont les histoires qu'on vous raconte à vous. La loi, respecter la loi, ça n'existe pas. La loi du plus fort, c'est ça la loi. Pour faire une loi, il faut être fort. Ok? Les lois sont respectées par les faibles. Et ce sont les forts qui créent des lois. C'est aussi simple que ça. Alors, la raison pour laquelle les Américains sont là, c'est pourquoi? C'est parce que les États-Unis d'Amérique déplacent des porte-avions de temps en temps dans la mer de Chine méridionale. Pour quel objectif? Principalement pour défendre le principe de liberté de navigation dans les eaux internationales. Ça, ce sont les eaux internationales. Les Américains disent qu'ils doivent faire ça à tout prix pour dissuader toute agression et rassurer les alliés régionaux. C'est important de rappeler à la Chine régulièrement que ces eaux ne vous appartiennent pas. Ça, c'est la terre que Dieu a créée. Ça ne vous appartient... Non. Maintenant, l'autre question est celle-ci. Si la Chine est bonne, enfin, on peut se le dire. Regardez comment ils traitent leurs frères là-bas. Comment est-ce qu'ils traiteraient les Africains si, en fin de compte, ils prennent possession et que les Africains n'ont absolument rien à leur offrir. Et surtout, si vous n'avez pas la capacité de vous défendre. Donc, autant les États-Unis d'Amérique peuvent paraître méchants dans beaucoup d'endroits, sont-ils méchants dans ce cas ici? Point d'interrogation. Peut-on être peut-être bon dans la vie en étant tout mauvais aussi? C'est une possibilité. Revenons à l'Iran. L'objectif des États-Unis d'Amérique vers l'Iran, en envoyant cette formation des bateaux, c'était pour continuer la menace contre le gouvernement actuel. Je me rappelle, il y a quelque temps, il y avait beaucoup de personnes dans les rues réclamant finalement la démission du gouvernement et ainsi du pouvoir clergique. On dit que le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, se serait installé dans un bunker actuellement, à l'abri souterrain fortifié. Okay. Y a-t-il des abris souterrains fortifiés en Iran? Absolument, il y en a. C'est d'ailleurs là se trouvent beaucoup de leurs armes les plus sophistiquées. Apparemment, Ayatollah Ali Khamenei serait caché quelque part là-bas, en prévision des frappes venant des États-Unis d'Amérique. Mais l'Iran dit qu'ils sont prêts. Ils sont plus prêts que jamais. Tous les éléments et les équipements qui ont été détruits à la dernière guerre contre Israël ont été récupérés et d'ailleurs de loin dépassés. Je pense que c'est important de comprendre dans un contexte plus large. C'est facile de dire, bon voilà, l'Iran va se faire agresser par les États-Unis d'Amérique. Il faut aussi comprendre autre chose à part tout ça. À qui ça avance cette histoire? Pourquoi les gens sont en colère en Iran? Ils sont en colère parce qu'il y a des difficultés en Iran. L'argent n'a plus de valeur, l'argent ne vaut plus rien. Pourquoi? À cause des sanctions qui ont été imposées sur l'Iran. Pourquoi les sanctions ont été imposées? Parce que l'Iran a refusé de tempérer à l'idée selon laquelle il fallait pas développer des armes spéciales eux-mêmes. Donc, on parle ici des armes nucléaires. Pour certaines raisons, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France et le reste pensent que seuls eux peuvent avoir des armes nucléaires et pas l'Iran. Sur quelle base de moralité on se demande, on ne sait pas. Alors l'Iran dit absolument pas. Pourquoi on ne veut pas que l'Iran possède cette arme? C'est parce qu'ils ont peur que l'Iran peut-être frappe Israël. Parce que l'Iran et Israël, c'est une histoire de... Et aussi, les États-Unis d'Amérique a été depuis très longtemps un protecteur d'Israël. Et chaque président qui y vient a principalement, quelque part, des objectifs de protéger Israël. Nous savons aussi que les États-Unis et le reste veulent réinstaller quelqu'un dont le père était dirigeant de l'Iran dans le passé. Mais c'est une personne qui a fait beaucoup d'atrocités, qui a créé beaucoup de choses négatives et une police brutale qui tuait des gens. Mais évidemment, en Occident, même si ta police tue des gens régulièrement et les torture, du moment que leurs intérêts sont respectés, il n'y a pas de souci, tu n'es pas dictateur. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est une image de l'Iran diffusée depuis un drone, filmant la formation américaine de navires de guerre, incluant le Navy USS Army Lincoln. Je vous rappelle que plusieurs images ont déjà été diffusées dans le passé. On ne sait pas réellement confirmer que cette image est nouvelle ou pas, jusque-là. Mais les Iraniens confirment que l'image est bel et bien récente. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Toujours avec beaucoup de plaisir. Donald Trump osera-t-il frapper? Après le Burkina Faso, maintenant c'est au Niger. Quelqu'un veut tuer le président.
On veut sa peau, on le veut. Qui veut sa peau? Question mark. Avez-vous une réponse? Peut-être. En tout cas, il y a eu feu à Niamey ce soir. Attaque explosive au Niger. Ça s'est produit tôt, le jeudi 25 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Des violents tirs, des explosions, des éclairs lumineux ont éliminé le ciel nigérien. Ceci s'est passé à proximité de l'aéroport Diori Amani. Les événements auraient commencé autour de minuit. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment au Niger? Est-ce une tentative de coup d'État? Encore une fois. Ou peut-être un besoin exclusif d'assassinat du président? Y aurait-il peut-être quelque chose que tout le monde ne voit pas? Ce que nous savons aussi jusque-là, il y avait un important chargement d'uranium à l'aéroport. On parle de plus de 1000 tonnes métriques de concentré d'uranium. L'uranium, c'est ça, de yellow cake, on l'appelle. C'est un élément très important pour le développement. L'uranium, en effet, est utilisé pour plusieurs raisons. Parmi ces plusieurs raisons, la création de l'électricité, qui est faite par la France d'ailleurs, et aussi la puissance nucléaire. Par exemple, la bombe nucléaire, la bombe atomique américaine balancée sur Hiroshima et Nagasaki. L'uranium utilisé a été extrait du Congo, en République démocratique du Congo. On parle de Shinkolobwe. Il y avait de l'uranium à l'aéroport. Beaucoup d'uranium. Est-ce qu'il s'agissait ici d'un coup d'État, de tuer M. Tiani, ou peut-être de saboter l'uranium qui était assis à l'aéroport depuis un temps? Ce que nous savons jusque-là est que la force de défense aérienne nigérienne était activée. On parle ici de la défense aérienne nigérienne. Activée, ça tirait. Si la défense aérienne était activée, c'est-à-dire qu'on a repéré quelque chose dans les radars. N'est-ce pas? Ok. En attendant, il y a eu des arrestations sur terre. Il y a au moins une personne qui a été arrêtée. C'est-à-dire que cet événement n'était pas seulement aérien. Si c'était aérien, c'était aussi terrestre et préparé. Jusque-là, aucun bilan officiel n'a été présenté par le gouvernement, mais on va essayer de voir ce que l'on sait jusque-là. Ce qui est intéressant aussi, numéro 2, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Jusque-là, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Généralement, comme on sait, quand un groupe effectue quelque chose de discutablement impressionnant, il s'assure que vous sachiez que ça venait d'eux. Mais jusque-là, personne ne l'a fait. Mais qui l'a fait si la personne ne veut pas qu'on le connaisse? Certaines personnes mentionnent des spécialistes militaires russes auraient aidé à repousser l'attaque aux côtés des militaires nigériens. Est-ce vrai ou faux? On ne sait pas. Le plus essentiel, c'est que le Niger a évité un grand dégât. D'autres personnes, évidemment, accusent Orano. Voilà, Orano. Orano, évidemment, qui a des liens forts avec le gouvernement français, mais aussi des liens avec l'uranium nigérien. On va rentrer en arrière pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé jusque-là. Et peut-être avec ça, on pourra estimer approximativement qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi ça s'est passé à côté de l'aéroport. 26 juillet 2023. Ce monsieur-là, Tiani, alors chef de la garde présidentielle, mène le coup d'État. Ils arrêtent le président Bazoum, ce monsieur ici, et le retiennent dans son palais présidentiel. Peu après, le général Tiani se déclare dirigeant de la transition à la télévision nationale. Les raisons évoquées dans ce cas étaient l'échec sécuritaire de Mohamed Bazoum, la corruption et la mauvaise gouvernance. Le nouveau groupe Agamé, ainsi que plusieurs personnes, considéraient Bazoum comme un peu trop proche de la France, au détriment du peuple nigérien. Août-septembre 2023. Le président Tiani et le nouveau pouvoir en place au Niger exigent le départ des troupes françaises du territoire nigérien. À l'époque, il y en avait environ 1500 stationnés au Niger de manière à peu près permanente. Et avec ça a aussi été actionné l'expulsion de l'ambassadeur français au Niger. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée de Tiani et son groupe, une invitation aurait été envoyée à l'ambassadeur français pour discuter sur comment les choses vont progresser dans l'avenir. Mais l'ambassadeur français, qu'est-ce qu'il fait? Il snob carrément le groupe, disant ne pas reconnaître leur légitimité et qu'ils n'étaient pas démocratiquement élus. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. On parle ici d'un pays étranger, d'un pays des gens. Vous arrivez chez les gens, peu importe comment ils se comportent. On change le papa, le nouveau papa de la maison vous dit venez, il faut discuter. Vous refusez parce que vous ne reconnaissez pas ce papa d'après votre façon à vous de fonctionner. C'est ainsi qu'on a exigé le départ de 1500 militaires français et de l'ambassadeur. Au départ, la France a résisté de partir. Mais quelque temps après, avec la présence de la population civile qui était sortie dans les rues en masse, on parle de millions de personnes demandant leur départ imminent, la France a fini par céder et partir.
Je vous rappelle ici encore une fois que le Niger est un producteur mondial majeur d'uranium. L'uranium est très essentiel pour beaucoup de choses. Le groupe français Orano, lié à l'État français, est opérationnel depuis très longtemps au Niger en ce qui concerne l'uranium. Ils ont historiquement dominé l'opération via des filiales comme Sommer, ok? Donc nous avons la France, nous avons Orano, ensuite Sommer, ok? France, Orano, Sommer, c'est même entité, ou presque. Le gouvernement nigérien avait accusé la France des contrats exploitants, c'est-à-dire achat d'uranium à bas prix en réalisant d'importants profits. Pour vous donner en perspective, à l'époque, la France achetait l'uranium nigérien à 0,80 $ le kilogramme, pendant qu'ils achetaient le même uranium, la même qualité au Canada à 80 $ le kilogramme. 0,80 pour les Noirs et 80 $ pour les Canadiens. Incroyable. Et avec ça, évidemment, vous comprenez qu'avec le temps, on en a ras-le-bol. Début 2024. Le gouvernement nigérien revoque la licence d'Orano pour le gigantesque gisement d'Imouraren, l'un des plus grands gisements d'uranium non exploité au monde. Pour quelle raison? En raison de l'absence de développement. Le 20 juillet 2025, le Niger annonce son intention de nationaliser la mine des opérations de Sommer, accusant Orano de comportements irresponsables, illégaux et injustes. Ils accusent ces derniers de partage de profits disproportionnés et d'hostilité depuis le coup d'État. Orano perd le contrôle opérationnel. C'est là que le Niger décide de reprendre ce qui leur appartenait. Juin 2025, Orano retire son personnel, déconnecte les systèmes informatiques, suspend la production et dépose des recours en arbitrage dans des cours internationaux. Donc on accuse le Niger, mais tout en déconnectant Internet, en prenant les systèmes d'opération et tout ça, s'assurant que vous ne travaillez pas derrière eux. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Vous nous chassez, bon, on prend tout, on prend nos chaussures, on prend nos tables, on prend tout. On enlève les portes, les robinets aussi, on part avec. Après cela, évidemment, le gouvernement nigérien cherche à revendre l'uranium de manière indépendante. Pourquoi de manière indépendante? Comprenez une chose. Les pays, généralement, qui ont de minéraux, ont beaucoup de minéraux. Et dans beaucoup de cas, le pays n'a peut-être pas les outillages nécessaires pour exploiter. Je dis dans beaucoup de cas. Et dans certains cas, vous verrez des entreprises étrangères, des personnels désirant venir exploiter les minéraux dans votre pays, mais moyennant un contrat. Le contrat est simple, c'est un contrat gagnant-gagnant. C'est censé être moins gagnant. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Dans ce cas, nous apportons en tant que compagnie étrangère les instruments nécessaires pour exploiter ce qu'il y a à exploiter, mais en fin de compte, après l'exploitation, après la revente et les bénéfices, on divise, on vous donne à vous, les propriétaires évidemment, un pourcentage nécessaire. Dans la plupart des cas, ça dépend. Mais aujourd'hui, malheureusement, le propriétaire ne reçoit presque rien, pendant que les exploitants étrangers s'enrichissent. Et c'est ça le problème. À un certain moment, le propriétaire, même s'il n'est pas sur place, dans les machines et tout le bazar, il va te dire, mais monsieur, attendez, à un certain moment, il faut arrêter. Le gouvernement nigérien, après avoir saisi, comme vous voyez dans les camions, saisit plusieurs kilogrammes d'uranium, décide de revendre ça de manière privée. Un chargement massif d'uranium, à peu près 1000 tonnes de concentré, qui initialement provenait, d'après certaines informations, de Sommer, est transporté dans des camions, comme vous voyez ici, à l'aéroport international d'Uri Amani à Niamey. C'est une zone militaire en vue de l'exportation. Donc, l'uranium est resté là pendant un temps. Okay? On attend qu'on fasse ce qu'il y a à faire pour que l'uranium soit revendu. Certaines personnes spéculent, pensant que l'uranium serait peut-être vendu à la Chine, si pas à l'Iran ou la Russie. Mais en attendant, quelques temps plus tard, on voit des images apparaître en janvier 2026. Le chargement, évidemment, ici reste bloqué. On voit des images satellitaires qui montrent des camions et des avions de type LI-76. Paris ouvre une enquête sur l'uranium manquant. Le Niger affirme qu'il s'agit d'une propriété souveraine. Bon, l'image satellitaire est venue d'où? On ne sait pas. Okay. Mais Paris ouvre une enquête. Donc quelqu'un quelque part est en train de regarder, d'observer, qui est en train de faire quoi au Niger? Où se trouve l'uranium? Où se trouvent les militaires? Maintenant, la question qui se pose. 29 janvier 2026. L'incident à l'aéroport tôt ce matin, des tirs nourris, des fortes explosions et des détonations étaient près ou autour de l'aéroport d'Uri Amani Niamey. Alors on pose beaucoup de questions. Est-ce que c'était pour effectuer un coup d'État? Où l'objectif était celui de tuer M. Tiani. En tout cas, clairement, si c'était ça, ça ne serait pas fait là-bas. Est-ce peut-être une position située dans l'objectif de faire un sabotage, de détruire l'uranium, dont on connaît peut-être la destination? Et certaines personnes, certaines entités ne veulent absolument pas que ça se fasse. Est-ce que les militaires russes étaient là, à côté des militaires nigériens, pour les accompagner à repousser cette attaque?
Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Jusque-là, on peut pas spéculer. Voilà les informations qui sont diffusées. Mais sans l'ombre d'un doute, vous en serez informé aussitôt qu'il y aura une clarté sur cette histoire. Est-ce qu'un pays africain peut réellement progresser si ses leaders sont véritablement là pour les intérêts du peuple? Alors, ça se passe au Niger, ici, voilà sur la carte. Un très beau pays, un très beau peuple. Mais un moment de peur et de frayeur a saisi tout le monde, il y a de cela une nuit. Le général Abdourahmane Tiani, le commandant militaire qui dirige le Niger depuis le coup d'État en 2023, a fait des accusations solides et dérangeantes. Le 29 janvier 2026, dans un discours à la télévision, il a accusé Macron, Talon et Ouattara. Écoutez ce qu'il a à dire, on fait un commentaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. Ok, il y a les images ici qui sont vraiment pas très beaux à voir. Je vous encouragerais, si vous désirez, allez jeter un coup d'œil sur le lien qu'on mettra sur la description afin de voir les images. Parce qu'ici, on ne peut malheureusement pas le faire de peur qu'on ne soit restreint de proximité. Voilà pourquoi on a couvert. En effet, il y a des images des hommes qui sont par terre, qui ont été boum, 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 les assaillants. Et parmi ces images, l'image d'un homme clairement caucasien. Ok? C'est une personne probablement européenne. Et ici, on parle de Français. Est-il réellement français, la personne qui a été abattue? Question mark. On ne sait pas le dire. Évidemment, il faudrait faire des tests d'ADN. Je ne sais pas si un test d'ADN pourrait révéler qu'une personne a des... Enfin, ça, c'est très compliqué. Mais on sait que c'est une personne caucasienne, couchée à même le sol, sans vie, qui serait à côté de ces assaillants qui ont été abattus par les forces nigériennes. Continuons. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité très tôt ce matin. Ok, ces images sont pas très beaux à voir, mais vous pouvez voir ça ailleurs si vous désirez. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdourahmane Tiani s'est rendu sur les lieux visés à l'escadron. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi et salué par la hiérarchie militaire. Regardez comment il sourit. Le général Tiani est en train de sourire. C'est un peu comme pour dire « Félicitations, vous avez fait un excellent travail ». Y avait-il réellement des Russes là-bas? Parce qu'on dit qu'il y avait des Russes qui ont joué un rôle très important. Et apparemment, les Russes étaient dévants. Ce sont ces personnages qui ont joué un rôle déterminant dans ce qui s'est passé. Est-ce une réalité ou pas? Continuons. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Non, évidemment, lui-même, le président de la République étant militaire, il est parti voir les corps. Si c'était un président civil, certainement, il dirait, écoutez, débarrassez-vous de ces histoires-là. Un militaire, c'est un militaire. Continuons. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé. Bon, mais le vieux là, regardez son estomac, hein, son ventre. Le vieux au milieu là. Le vieux doit faire des pompes, hein, comme ça. Je plaisante, continue. Et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Respect. Le corps ne fait pas projection de ce qu'il y a dans la tête. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration. Écoutez-le, le président, c'est quelqu'un de très direct. Particulièrement, écoutez, particulièrement direct. Par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes. Oh! Leur prompte réaction. Ok. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Prompte réaction des partenaires russes. Leur réaction activée en moins de 20 minutes. Je dis 20 minutes là. 20 minutes. Donc les Russes ont joué un rôle très important.
Continuons. Et c'est bien de voir que le président le dise ouvertement. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de cache. En déroute. Certains sont Ça, ce sont des corps couchés à même le sol. D'autres ont été neutralisés dans... Et là, c'est l'image, encore une fois, du français. Entre parenthèses, couché, c'est un blanc. Okay? Un caucasien, c'est un blanc couché par terre. On voit clairement qu'il a été abattu. On peut malheureusement pas vous montrer. Panique, déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, Écoutez, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Non. Ça, c'est de la poésie à l'armée. On les a suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent à nous entendre rugir. Non. Puis à ma confiance. Non, là, les mains qu'on tape, là, ce n'est pas nécessairement pour encourager ce que monsieur dit. Okay, monsieur le président, avec tout le respect. Les mains qu'on tape, c'est la poésie qui sort. C'est la forme, hein. On les a entendus suffisamment aboyer, qu'ils s'apprêtent de nous entendre rugir. Continue. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. Encore une fois, ce sont des corps par terre. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille. C'est intéressant de voir. On peut carrément dire que si les Russes profitent de quelque chose au Niger, ce n'est pas pour rien. Ils sont aussi en train de s'activer, de faire un travail clair. Maintenant, on va essayer de comprendre. On a accusé le président Macron, le président Talon et le président Ouattara. Pourquoi ont-ils été accusés? Évidemment, on va essayer de décortiquer rapidement. Monsieur Macron a été accusé parce que monsieur Tiani l'accuse le plus fort, parce que la France avait beaucoup d'influence dans le passé au Niger. La France contrôlait beaucoup d'histoires. Ils avaient aussi des militaires stationnés presque de manière permanente au Niger. Ils avaient contrôle de l'uranium nigérien. Ils avaient contrôle de beaucoup de choses au Niger. Et après le coup d'État, le Niger a expulsé les troupes françaises du territoire nigérien, rompu les accords carrément et le contrôle de tous les mines par l'entreprise Orano gérée par le gouvernement français. Et ça a été un coup dur sur Emmanuel Macron. Okay, la France ne voulait même pas quitter le pays. En effet, la France était presque prête à défendre ses intérêts, comme le disait M. Macron. Donc à faire la guerre au Niger. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitime, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Après qu'on leur ait demandé de quitter le territoire. Alors, ça, c'est direct. À cause de cela, on estime, en tout cas à travers M. Tiani, que à cause de cette blessure, Emmanuel Macron ferait tout ce qu'il y a à faire pour animer des ennemis, pour déstabiliser ou rechercher à reprendre le contrôle par des sanctions, des complots ou aidant ses secrets ennemis pour faire tomber le gouvernement nigérien. On considère Macron donc comme un grand chef derrière tous les problèmes au Niger. Patrice Talon, président du Bénin. Regardez sur la carte. Le Bénin et le Niger, ils sont frères. C'est la fraternité, sans le vouloir, c'est la fraternité. Comprenez qu'il y a des gens au Niger qui ont des petites amies au Bénin, il y a des gens au Bénin qui ont des cousins au Niger. Et ils ont besoin les uns des autres. Ils doivent traverser pour vendre quelques maniocs, pour avoir les haricots des enfants. Donc c'est naturellement impossible de séparer ces peuples qui sont frères. Mais M. Talon a été accusé. Pourquoi? Tiani accuse M. Talon, en tout cas à travers le Bénin, être assez proche, un allié trop proche de la France en Afrique de l'Ouest. Le Bénin a critiqué le coup d'État au Niger, ça c'est la deuxième chose. Après le coup d'État de Mohamed Bazoum, effectué sur M. Bazoum évidemment, l'ECOWAS ou la CEDEAO a décidé de fermer les frontières. Regardez le Niger, regardez le Bénin. Il y a une certaine différence, laquelle principalement, c'est l'océan. Le Bénin est bordé par l'océan, le Niger ne l'est pas. Donc,
Le Bénin a facilité accès à la mer internationale. Pas le Niger, ni le Mali ou le Burkina Faso. Pourquoi c'est important? C'est important pour l'exportation et l'importation. À supposer que vous voulez importer du ciment venant de l'Inde ou des haricots venant de la Chine. Il y a deux moyens de le faire. La première, c'est les importer à travers les avions. Okay? Vous envoyez à l'avion. L'avion sera rapide, mais ça sera coûteux et aussi très limité en termes de quantité. La deuxième façon, c'est à travers la mer, c'est les bateaux. Okay? C'est plus facile, il y a des conteneurs, vous pouvez balancer tout ce que vous voulez et c'est plus facile. Mais c'est plus facile pour les pays qui sont bordés par la mer. Ce qui n'est pas le cas du Niger. Et le Niger a donc besoin d'un pays comme le Bénin. Mais comme la relation diplomatique entre le Niger et le Bénin n'est pas au bon port, on a des difficultés pour exporter l'uranium nigérien à travers tout ça. Il y a aussi eu des accusations. Il y a quelque temps, il y a eu tentative de coup d'État au Bénin. On a pointé du doigt le Niger. À tort ou à raison, c'était ça la réalité qui s'est passée. Alors, Tiani pense que le Bénin laisse la France l'utiliser comme une base pour causer des troubles ou attaquer le Niger. Monsieur Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, la même idée, ok, c'est clair. Tiani l'appelle un autre proxy de la France. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Quelqu'un qui fait ce que la France veut. La Côte d'Ivoire, d'après eux, a des bases militaires françaises qui ne sont pas connues, essentiellement. À part les bases qui sont connues, il y aurait des bases qui ne sont pas connues. Et aussi, les liens économiques très forts entre la France et la Côte d'Ivoire seraient l'une des raisons pour lesquelles cette fidélité de M. Ouattara à l'égard du président français. Et aussi, comme évidemment, on a vu à plusieurs reprises comment la relation entre les présidents ne fonctionne pas. Donc, c'est évident. M. Tiani a pointé du doigt Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara. A-t-il raison de le dire ou pas? Question mark. Ce qui est important ici, il faut le dire, on a dit avoir abattu un militaire d'origine française. Comment est-ce qu'on a su son origine? Avait-il des papiers d'identité? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va à la guerre avec des papiers d'identité, disant je suis français, belge, hollandais? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un moyen dont on n'a pas accès, à travers lequel on pouvait facilement identifier que c'est un Français? On ne sait pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est français seulement parce qu'il est blanc? On ne sait pas. Alors, voilà ce que c'est jusque-là. La situation continue de se désengorger et avec le temps, on vous donnera encore évidemment une mise à jour de ce qui se passe au Niger. Un grand pays. God bless.